Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors moi, je n'ai pas de retour son. Je ne sais pas si c'est normal. Je n'ai pas le retour son de Ludovic. Vous m'entendez? Ludovic, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends. C'est parfait, c'est parfait. Très bien. On bouge plus. Je vais être sincère avec vous, on se connaît depuis un petit moment. Moi, je m'y perds un petit peu parce qu'on parle de l'économie française. L'INSEE qui nous dit que la reprise sera plus lente que prévu. Et puis on a la Banque de France qui nous dit « ouais, mais finalement, on aurait effacé la crise plus vite que prévu, premier trimestre 2022 ». Est-ce qu'il n'y a pas deux messages contradictoires? Expliquez-moi un petit peu. Déniaisez-moi, illuminez-moi. Non, je ne crois pas. Je crois que les deux, c'est le en même temps, David. Il faut s'y faire. Vous êtes trop ancien monde. En fait, il y a deux choses. Il y a un, on a été surpris à l'été par le retour à la normale plus rapide dans de nombreux secteurs, et notamment dans la consommation. Et puis ensuite, il y a les derniers étages, c'est-à-dire le retour au niveau d'avant-crise qui sera plus long. Et ces deux messages peuvent coexister, c'est-à-dire qu'on a eu une surprise positive sur la consommation, l'investissement à l'été, parce qu'on pensait que le plateau de croissance dans lequel on allait être après la reprise de juin allait être plus bas que celui qu'on a vu. C'est pour ça qu'on a revu à la hausse. D'ailleurs, le gouvernement a revu, et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans les autres pays, les prévisions pour l'année 2020 plutôt à la hausse. Et puis, on a ces derniers mois qui vont être décisifs parce que on a toujours un plateau et on a ce choc de confiance qui devient un petit peu difficile, enfin qui devient plus fort avec un virus qui devient endémique. C'est-à-dire qu'on a devant nous une plus grande difficulté à vraiment récupérer les niveaux d'avant-crise et on les aura certainement qu'en 2022. Et ça, c'est ce que dit l'INSEE, c'est-à-dire attention, on va avoir dans certains secteurs, la distribution, les transports, les services, une grosse difficulté à vraiment revenir au niveau d'avant-crise. Et le sujet de l'automne, le sujet de l'hiver, c'est le cycle d'investissement, le cycle de consommation, parce qu'il y a un gros pari de Pascal du gouvernement, les 100 milliards de relance, il n'y en a qu'un tiers qui va vers la demande via l'emploi et les mesures de soutien à l'emploi, et c'est peut-être pas assez parce qu'on voit que le virus en fait va recontraindre une partie des activités des Français, notamment dans les services. Moi, je le rappelle, on est très focalisé sur l'industrie, c'est super, vous venez d'en parler encore sur le sujet de l'eau, mais le vrai sujet aujourd'hui, ce sont les services, c'est une crise des services, et donc il va falloir certainement faire quelque chose de plus que ce qu'on a annoncé. Ce qui pour l'instant n'est pas encore annoncé, en tout cas par le gouvernement. Mais juste la Banque de France fait l'hypothèse, Ludovic, que le virus circulera jusqu'en mi-2021 pour faire ses projections et dire on efface la crise, enfin entre guillemets, parce que c'est plus compliqué que ça, au premier trimestre 2022. Tout le monde fait cette même hypothèse, David. Oui, donc... Et après, on a tous des scénarios en variante qui est que ça devient pire, c'est-à-dire qu'on reconfine. L'hypothèse, c'est pas tant la circulation du virus. Comme vous savez, vous mettez 5 épidémiologistes ensemble, il y a 14 vues. C'est encore pire que les économistes. Le vrai sujet, c'est plutôt que font les gouvernements pour répondre à la crise. Parce qu'en fait, le vrai choc, ça a été celui du confinement. Le virus, en fait, c'est pas le choc direct qu'on observe sur l'économie, c'est la restriction des activités. Et donc, l'hypothèse forte que tout le monde fait, c'est qu'on n'a pas de reconfinement généralisé, de l'OCDE à la Banque de France, en passant par des institutions privées comme la nôtre. Et le vrai sujet, c'est quel type de bruit de fond on accepte qui contraint la production et la consommation pour répondre à un Covid. On le voit, les cas accélèrent chaque jour. Et donc, nous, on fait l'hypothèse que les reconfinements ne seront pas généralisés, mais qu'en revanche, on risque de contraindre territorialement, générationnellement, et peut-être sur certains secteurs d'activité, la croissance économique sur les prochains mois à cause de la résurgence du virus. Et ça changerait la donne ou pas? Pas de reconfinement général, j'ai compris, mais ciblé, générationnel, localisé. Si on le démultiplie, sur tout le territoire, ça change un peu. Regardez les services, regardez l'export dans les services, regardez le tourisme, les voyages, l'hôtellerie, restauration. Bien sûr que si on a un reconfinement sous forme, par exemple, de restrictions sanitaires plus fortes dans les hôtels, les restaurants, dans les voyages, vous voyez déjà ne serait-ce que les contraintes d'offres qu'on a sur les tests, sur les distances, etc. Oui, bien sûr, ça va mettre à mal une partie importante de l'économie française et des secteurs sur lesquels l'épargne des Français devait naturellement se déverser. C'est-à-dire que l'hypothèse forte du gouvernement, c'est de dire il y a 100 milliards d'épargne, mais petit à petit, on va récupérer de la consommation sur ces secteurs. Mais justement, ce scénario-là, est-ce qu'il n'est pas en train de se fragiliser et de se fissurer? Écoutez, moi, ce que je vois surtout, c'est que les vrais risques d'un choc dans la durée, comme la crise de 2008 qui était sur le secteur financier et qui, sur cette crise-là, pourrait être en effet
d'avoir des banques qui prêtent plus, d'avoir des gouvernements qui tardent à agir. On l'a pas. Donc moi, bien sûr qu'elle sera plus faiblichonne, cette croissance, sur les 3 prochains trimestres, si le virus circule plus activement. En revanche, on est très très loin de la pause sur la croissance qu'on a vue au printemps dernier. Donc moi, je ne suis pas si inquiet, mais c'est vrai qu'on aura certainement une reprise moins forte. Nous, par exemple, on est en dessous de 7%, malgré l'acquis de croissance, malgré le rebond mécanique sur 2021. Et la raison pour laquelle on est en dessous, c'est parce qu'on fait cette hypothèse peut-être plus conservatrice que le gouvernement, que l'épargne des Français ne va pas magiquement, on est à 27,5% de taux d'épargne, elle ne va pas magiquement se déverser s'il y a un problème de défiance. Ouais. On est le 21 septembre, Ludovic Subran, parmi tous les indicateurs de bord qui existent et que vous compilez, que vous regardez, qu'est-ce qu'il y a qui est meilleur que prévu, j'ai envie de dire, en cette rentrée, et ce qui est positif dans l'absolu, le relatif et l'absolu? Moi, je trouve que ce qui est une bonne nouvelle, c'est tout ce qui est indicateur de confiance, notamment dans l'industrie, notamment aussi les carnets de commandes. On a vu, en fait, la production en France trouve des débouchés, que ce soit en domestique ou à l'international. Donc, les entreprises, moi, je suis peut-être un peu plus confiant sur le cycle d'investissement des entreprises qui ont pas mal de dettes, mais aussi pas mal de cash. Et je trouve que le gouvernement fait tout pour les rassurer. On n'augmentera pas les impôts, etc. Et on avait vu que depuis le début du quinquennat Macron, c'est l'investissement des entreprises qui tient un petit peu l'avantage comparatif du quinquennat Macron par rapport au quinquennat précédent. C'est cet investissement des entreprises qui vient orienter. Je vous vois venir. En revanche, le gros bémol pour moi, c'est toujours la consommation. Et je trouve que dans un pays comme la France, on aurait dû se poser la question. Alors, on sait qu'on a des aides un peu partout, mais ce n'est pas pareil d'avoir des aides structurelles et de confondre ça avec une aide conjoncturelle qui incite à dépenser. Et donc, moi, je pense qu'on aurait dû faire un petit peu plus, des soldes qui durent 6 mois, des transferts directs aux ménages les plus vulnérables plus conséquents, et peut-être même une forme de stimulation de certains postes de la consommation, dans les services notamment, avec des vouchers, parce que je pense que là, pour le coup, on a vraiment des Français qui se serrent un peu la ceinture là-dessus. Ouais, on aurait dû en faire plus pour soutenir la consommation des ménages. On n'aurait pas dû en faire plus, mais on a essayé dans ce plan de relance de miser le court terme et le moyen terme. On a essayé d'éviter de refaire la même crise qu'en 2008 où on s'est désindustrialisé. Donc, on a 2/3 du plan qui est sur la réindustrialisation de la France, la compétitivité et de manière générale la relance verte, enfin tout ce qui est un petit peu dans l'avenir, et que peut-être on n'en a pas fait assez pour la rustine, si vous voulez, de croissance dont on avait besoin aujourd'hui si le virus se remet à circuler fortement. Donc on n'a pas de contingence dans ce plan, et ça va être un vrai sujet, parce qu'on risque de devoir réallouer des fonds sur des choses un petit peu plus d'urgence si d'aventure le virus venait à être un petit peu plus négativement affectant la croissance. Ouais. Cette hypothèse que le virus circule jusqu'à mi-2021, là encore une fois, est-ce que ce n'est pas un pari? Et comment est-ce qu'on fait pour vivre de longs mois encore, voilà, avec le virus et sans que la confiance ne rechute, évidemment? Et là, le lien est fait avec ce qu'on a dit avant. On met du contrôle sur ce sur quoi on a le contrôle. Et le virus, on n'a pas le contrôle. Du moins, on l'a peut-être, mais pas assez fortement. Et on le voit d'ailleurs testé. On sent qu'il y a quand même des sujets sanitaires qu'on peut faire mieux, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je laisse ça aux experts. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je pense qu'on peut encore avoir un peu de contrôle. C'est la confiance. Donc, on arrête de donner des indications de politique publique un petit peu dans tous les sens. Et le gouvernement l'a assez bien compris. On est très sérieux sur les réformes de la protection sociale qui, elles, jouent énormément dans l'intention de consommer des ménages. On essaie de montrer qu'on met tout sur l'emploi parce que ça aussi, ça joue sur les décisions de consommation des ménages. On stabilise l'impôt. On fait toutes ces mesures-là pour contrôler ce qui est contrôlable. Avec le virus, c'est vrai qu'il, lui, l'est peut-être un peu moins. Ouais. Et sur les secteurs d'activité qui sont les plus sinistrés, qui sont dans la tourmente aujourd'hui, on les a cités, les tourismes, on le sait, l'aérien, l'automobile, la distribution, ils risquent d'être durablement pénalisés et on peut malheureusement, dans certains cas, ne jamais retrouver leur niveau d'avant-crise? Oui, il y a de toute façon, même si le gouvernement veut une forme de préservation destructrice, il y a de la création destructrice. C'est-à-dire que il y a des secteurs dans la restauration, par exemple, des gens qui ne vendront plus des plats sur place et qui se sont mis à l'emporter. Donc, il y a des activités qui, de toute façon, ne seront plus les mêmes, ça c'est sûr. Et donc, il faut vivre avec. Après, le vrai sujet, c'est le retour à la normale. Dans le transport aérien, vous voyez que ça n'arrivera pas avant 2023. Dans le tourisme, hein. Ça sera certainement aussi 2023. Le patron ADP qui m'a dit 2024, 2026, long courrier 2027. Hein.
Oui, bien sûr. Bah, c'est d'ailleurs les prévisions que font un peu IATA. Donc, il y a des secteurs qui ne reviendront pas à la normale tout de suite, mais c'est pas grave parce que peut-être qu'il y a d'autres secteurs. Et le vrai sujet pour la France aujourd'hui, c'est de réallouer le capital, l'argent, le travail vers des secteurs qui arrivent à se transformer ou qui naissent de cette crise. Et ça, c'est un petit peu un sujet. C'est le sujet de la zombification très cher aux Allemands. Il faut éviter de coller des gens dans des secteurs pour lesquels on sait qu'on ne retrouvera pas l'activité avant 3 ans. Parce que ces gens-là, ils vont être plus distants de l'emploi, ils ne vont pas aller faire de la rénovation thermique alors qu'ils étaient serveurs dans un restaurant. Et ça, c'est un des sujets, il faut fluidifier un petit peu la réallocation du capital, du travail et de l'argent pour s'assurer qu'on va vers des secteurs qui auront changé, mais qui changeront peut-être mieux avec cette crise que ceux qui auront plus de mal à s'adapter. Ouais. On termine là-dessus juste, Ludovic. J'ai eu le patron de Sanofi en interview, c'était fin août au MEDEF. Il me disait que voilà, a priori, lancement mi-2021. Je crois qu'il a dit le mois d'avril-mai pour un vaccin à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui nous dit que tout ne va pas repartir après comme avant? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que même si on a un vaccin en 2021, le temps de mettre en place, c'est-à-dire de vacciner des millions et des millions de gens, ça sera de toute façon quelque chose qui nous emmènera en 2022. Donc la vraie question, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les arbitrages économiques et sanitaires qui sont derrière. Et notamment, j'ai l'impression que le gouvernement français aujourd'hui fait des choix de continuer l'activité économique en acceptant une plus grande pression virale, on va dire, sur la population. Et c'est ça vraiment qui joue. Moi, je ne peux pas faire d'hypothèse vaccinale ou d'hypothèse d'immunité collective, etc. Le seul truc que je sais, c'est que on apprend à vivre avec ce virus et il fait des gagnants et des perdants dans les secteurs d'activité, dans les économies qui sont plus ou moins agiles pour répondre au virus. Et c'est ça qui est le plus, à mon avis, intéressant, parce que le reste, on ne peut pas le contrôler. Donc, il faut vivre avec cet incontrôlable. Mais tous ces chocs probabilistes, exponentiels, systémiques, comme le changement climatique, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est tout l'enjeu des politiques publiques aujourd'hui, c'est que les institutions et les politiques publiques ne sont peut-être pas faites pour vivre avec cet incertain radical. Et donc, c'est à nous, justement, de travailler à vivre avec cet incertain radical. Et on le voit déjà, la plupart des institutions, des banques centrales, le gouvernement, sont prêts à faire plus pour, on le voit, mettre davantage de financement vers des choses qui sont de l'ordre du bien public, alors qu'avant, on ne voulait pas toucher à l'industrie, aux relocalisations, etc. Donc, on apprend à vivre avec ce virus. Et donc, en effet, l'avenir est plus incertain. Il faut vivre avec cette incertitude. Et ça fait partie, à mon avis, de ce que les entrepreneurs savent le mieux faire. Donc, il faut leur faire confiance aussi, hein. Bon, mais en tout cas, le gouvernement devra en faire plus, selon vous, sur la consommation. Je retiens ça aussi dans ce qu'on s'est dit là, dans nos échanges. Moi, depuis le début, je pense, regardez l'Allemagne, 3 points de réduction temporaire de la TVA, des transferts directs aux ménages. Regardez les États-Unis, un chèque à la plupart des ménages. Alors, bien sûr, on n'a pas des systèmes comparables, donc il y a plein de choses à regarder. Mais je trouve qu'il y a clairement un problème d'épargne. On est à près de 28% de taux d'épargne. Et que si on n'a pas confiance sur l'emploi de demain, sur la réforme de la protection sociale, les retraites, l'assurance chômage, si on ne sait pas trop à quelle sauce fiscale on va être mangé, oui, mais on va pas consommer. si après on thésaurise, si les consommateurs qui reçoivent cet argent ne le dépensent pas, c'est comme si on balançait dans du sable. C'est ça. Mais c'est tout l'idée. C'est pour ça qu'il faut conditionner. C'est pour ça que si vous faites des vouchers, par exemple, vous faites des bons sur des services. Donc, comme ça, vous forcez les gens. C'est ce que font les Chinois. Vous forcez les gens à aller au restaurant. Parce que vous donnez un bon pour la restauration. Et ben, du coup, ça maintient les activités de restauration. Alors, on n'en est pas là en France. Hein. Les gens retournent au restaurant. Mais si d'aventure, on voulait penser la saison touristique prochaine, on pourrait très bien imaginer qu'il y a une incitation à consommer de l'activité tourisme pour l'année prochaine. Peut-être en faisant en effet un chèque patrimoine ou voyez les journées du patrimoine, regardez le nombre de Français qui sont allés. Moi, je ne suis pas décideur politique public. La seule chose que je vois, c'est qu'on a une crise dans les services de proximité, on a trop d'épargne et qu'on peut encore activer certains leviers, faire des soldes pendant 6 mois, par exemple. Ça peut permettre d'aider les gens à consommer. Les Allemands, avec la baisse de la TVA, les Britanniques l'avaient fait en 2008, ça marche. Ça crée un élan de consommation un peu plus fort que si vous ne l'aviez pas fait. Et donc, je pense que ce sont des choses auxquelles il faut penser. La France ne veut pas le faire parce qu'on pense qu'on a déjà énormément de soutien à la demande, c'est vrai. Mais comme c'est exceptionnel, peut-être qu'on avait besoin de davantage de mesures exceptionnelles. Voilà qui est clair. Merci d'avoir été avec nous. Ludovic Subran, donc chef économiste d'Allianz, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci David.